Coucou! Avec le beau temps, la nature reprend de la vitesse et il y a une activité qui est très répandue, que l'on soit jardinier ou pas. Et si vous avez grandi à la campagne, je suis à peu près certain que vous l'avez déjà fait, c'est tondre la pelouse. Au printemps, le chant des oiseaux est souvent accompagné du dos ronron des tondeuses, des débroussailleuses et de tous ces engins motorisés qu'on utilise pour donner une jolie coupe au ras à notre jardin. Mais pourquoi on fait ça? Et est-ce que c'est une bonne idée? Tout d'abord, faut comprendre d'où vient cette histoire de pelouse. Parce que, on peut s'en douter, les chasseurs-cueilleurs ne vivaient pas au milieu de terrains de foot parfaitement tondus. Donc, d'où ça vient? Les premières pelouses arrivent au Moyen-Âge dans les monastères. On s'en servait pour séparer les zones cultivées ou pour recouvrir des petits monticules de terre qui servent alors de bancs. Les moines y font paître les animaux du village, donc des chèvres, des moutons, des chevaux, ce qui fait que l'herbe y est parfaitement tondue. À partir de là, certains seigneurs et aristocrates ont utilisé la pelouse comme un moyen de montrer leur richesse. En effet, si on peut se permettre d'avoir une zone qui n'est ni cultivée, ni utilisée pour d'autres moyens et qui en plus est tondue par du bétail, ça montre déjà qu'on a assez de terre pour pouvoir en garder pour le loisir et juste pour frimer, et qu'on a aussi du bétail pour le tondre. Jusque-là, la pelouse est en fait juste de l'herbe sauvage tondue. On peut y trouver des graminées, mais aussi du lamier, des pissenlits, enfin voilà, une grande diversité de végétaux. Tout ce qu'on pourrait trouver dans une prairie non entretenue en fait. Au XVIIe siècle, on voit apparaître la première pelouse artificielle dans les jardins du château de Versailles. Donc c'est pas une pelouse en plastique, c'est simplement une pelouse semée où on y a incorporé des espèces végétales spécifiquement sélectionnées pour leur caractère esthétique. Et ensuite, cette pelouse est fauchée régulièrement par les jardiniers du château. Un peu plus tard, au XVIIIe siècle, on va voir une mode éclater en Grande-Bretagne. Les aristocrates veulent montrer dans leur jardin une version idéalisée de la nature. C'est le style des jardins à l'anglaise où tout est méticuleusement placé et entretenu pour donner cet aspect de nature rangée. Les bords des chemins sont régulièrement coupés avec des grands ciseaux par des domestiques et la pelouse un peu plus loin est entretenue par des bétails comme les monastères du Moyen-Âge. Ce style anglais va se répandre dans toute l'aristocratie et le climat s'y prête parce qu'un joli gazon comme ça, c'est pas possible partout. Il faut assez de pluie pour abreuver tout ce végétal et il faut aussi des écarts de température entre l'été et l'hiver assez faibles pour que le gazon ne sèche pas pendant l'été et puisse rester vert toute l'année. Tout va changer lors de la révolution industrielle. La bourgeoisie américaine va vouloir copier la richesse anglaise et toujours dans le même jeu d'épates très cher aux gens riches, ils vont démocratiser la pelouse sur le continent américain. Avec ça va arriver le premier brevet de tondeuse qui était connecté à une machine à vapeur et ensuite, au début du XXe siècle, une version motorisée. Avec le rêve américain, le gazon va se transformer en symbole de réussite sociale. Et les zones résidentielles vont vite se transformer en longues étendues d'herbe verte. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'on tombe dans l'absurde. On va par exemple acheter de la peinture spéciale pour gazon, pour peindre son gazon en vert pour qu'il reste vert toute l'année. La diversité des plantes qui constituaient les pelouses de tout le monde va très vite être réduite à uniquement 3 ou 4 espèces. On voit apparaître des champs de gazon cultivés qui sont ensuite vendus en rouleaux chez les propriétaires riches pour qu'ils puissent remplacer leur gazon pendant les saisons sèches américaines. On va installer des arrosages automatiques, on va mettre du désherbant. Le travail des jardiniers et des horticulteurs, petit à petit, ça devient plus s'occuper du végétal, mais juste asperger du produit sur les jardins des particuliers. Avec la fin de la guerre et la diffusion de la culture américaine, on va voir ce type de jardin se répandre d'abord en Europe, puis partout dans le monde, même au milieu des déserts. Les personnes qui jusqu'ici utilisaient leur terrain pour cultiver des légumes, des fruits ou faire gambader leurs animaux vont vite être stigmatisées et être jugées comme trop pauvres pour avoir une pelouse. Et je pense qu'on en est encore coupable aujourd'hui. C'est assez répandu de voir un jardin parfaitement tondu et très carré et d'associer ça à un ménage aisé, et au contraire de voir un jardin potager et d'associer ça à un vieux groupe de retraités ou à des agriculteurs. Du coup, ce qu'il faut faire maintenant, c'est casser ce stéréotype. Parce que toutes ces étendues de gazon, c'est problématique. Déjà, c'est un gouffre à ressources. Pour entretenir un jardin au bord de la Méditerranée,
il faut 2000 litres d'eau par mètre carré par an. C'est énorme. Mais ça consomme aussi du pétrole pour la tondeuse, de l'électricité pour les débroussailleuses, et ça consomme aussi de l'espace qui n'est pas utilisé, pas rentabilisé. Et ça, on comprend de plus en plus. On a Rob Greenfield, par exemple, un Américain qui habite en Floride, qui a décidé de remplacer le gazon de sa propriété américaine standard par un potager. Et il y fait pousser une bonne partie de son alimentation. Et ça contraste assez fort avec les autres maisons qui sont dans son lotissement, qui, elles, ont une pelouse qu'ils arrosent, entretiennent, sans jamais rien en retirer autre que la conformité sociale. Un autre problème, c'est la diversité. Une pelouse tondue, ça abrite quelques insectes, mais au final pas beaucoup plus qu'un désert. Par contre, dès qu'on va laisser monter ces herbes, on va avoir quantité de niches écologiques, d'abris, de nourriture pour quantité d'insectes qui vont venir coloniser ce lieu. Aussi, dans un jardin non tondu, on va avoir des fleurs sauvages qui vont apparaître et qui vont servir de nourriture pour les insectes pollinisateurs. Une mauvaise herbe, c'est souvent juste une fleur sauvage qu'on a décidé d'exterminer de son jardin. Vous serez étonné du nombre d'herbes comestibles, intéressantes, médicinales qui poussent dans votre jardin si tout simplement vous le laissez faire. Ici par exemple on a de la mélisse, et c'est super bon en tisane. On a du lamier pourpre qui a un petit goût de champignon. Là c'est de la bourrache, c'est super bon avec un goût qui rappelle le concombre. On a l'ortie aussi, mal aimée de ceux qui ne connaissent que son piquant, mais très bonne en soupe, en gazpacho. Du coup, plutôt que tout raser tous les mois, je préfère prendre un peu de temps pour observer la nature qui m'entoure, connaître les herbes et, qui sait, peut-être trouver un complément pour ma salade du midi. Alors, petite parenthèse importante, n'allez pas cueillir dans votre jardin les herbes qui pourraient ressembler de près ou de loin à ce que je viens de montrer dans cette vidéo. Avec les plantes sauvages, les confusions sont possibles et peuvent parfois être mortelles. Si ça vous intéresse, je vous conseille vivement la chaîne Les Chemins de la Nature sur YouTube, qui vous expliquera tous les bénéfices et risques de la cueillette sauvage et comment bien identifier les plantes. Personnellement, j'adore cette chaîne et depuis que je l'ai découverte, je me suis procuré une quantité de livres sur les plantes et herbes sauvages pour pouvoir moi-même les identifier. Le conseil à retenir, c'est qu'on ne cueille pas une plante si on n'est pas sûr de l'avoir identifiée à 156%, parce que être sûr à 100%, c'est pas assez. Bref, revenons à nos moutons. La tonte, c'est une fauche aveugle. Tout ce qui se trouvera sous la tondeuse sera broyé. Là où plusieurs espèces d'animaux pourraient nicher, se reposer, se reproduire, ce sera anéanti, et c'est souvent le cas avec des nids de lézards, de serpents ou même de lapins. Bon, je comprends que le gazon a quand même ses avantages. Personne ne va jouer au foot sur une friche, et certaines personnes ont peur des tiques ou des serpents qui adorent se faufiler dans les herbes hautes. Et les agriculteurs sont parfois obligés de tondre à côté de leurs champs pour éviter que les herbes viennent coloniser et infester leur culture. Avoir une partie du terrain tondu, c'est tout à fait possible, et je vais interdire à personne de tondre autour de sa maison pour avoir une partie un petit peu entretenue. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller tondre jusqu'au fond de son terrain où on ira peut-être 1 ou 2 fois par an, voire quasiment jamais? Et il existe des façons de tondre intelligemment. On a la tonte alternée, qui est le fait de tondre uniquement une partie de son terrain, par exemple un quart de son terrain, à chaque fois, plutôt que de tout tondre d'un seul coup. De cette manière, toutes les espèces, tous les insectes qu'on a délogés de leur habitat en tondant une partie du gazon vont pouvoir trouver refuge juste à côté dans les parties qu'on n'aura pas tondues. Et du coup vont rester sur notre terrain, vont contribuer au biotope, à la diversité biologique qu'on a dans notre jardin. Il y a aussi certaines entreprises qui proposent de tondre avec des chèvres plutôt qu'avec une tondeuse. De cette manière, on n'utilise pas d'essence et en plus on arrive à transformer de l'herbe en chèvre. C'est plutôt pas mal. Et pourquoi s'obstiner aux quelques espèces de graminées qu'on trouve sur toutes les pelouses? On peut par exemple utiliser du trèfle, qui lui n'aura jamais besoin d'être tondu car il n'arrivera jamais à des hauteurs qui deviennent inconfortables et qui en plus a des fleurs, donc qui servent de nourriture pour les insectes pollinisateurs. Alors qu'une herbe, c'est un graminé, ça fait pas des fleurs qui ont un nectar intéressant pour les insectes butineurs. Une autre pratique à bannir totalement, c'est d'amener sa tonte en déchetterie.
Pourquoi dépenser de l'énergie, du pétrole et du temps pour déplacer nos tontes et les faire se décomposer dans une déchetterie, alors qu'on pourrait tout simplement les laisser là où on les a tondues et elles se décomposeront très bien, et en plus, elles viendront nourrir tous les insectes qui vivent dans notre terrain, tous ces insectes qui se nourrissent de végétal. Le mieux, à mon sens, c'est de passer d'un jardin consommateur à un jardin productif. Un jardin qui va produire des fruits, des légumes, un moyen de recycler nos déchets, mais aussi des découvertes, de l'apprentissage et du partage. Et ça, à mon avis, c'est bien plus beau que n'importe quelle monoculture de pelouse. Parce qu'au final, qui est le plus fou? Celui qui cultive de l'herbe ou celui qui cultive de la nourriture? Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un peu pour donner mon avis sur les jardins enherbés qui sont extrêmement répandus dans le monde et que je trouve personnellement très absurde. On le fait sans vraiment savoir pourquoi on le fait plus par conformité sociale que pur intérêt. Si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder les chaînes de Rob Greenfield et Les Chemins de la Nature. Je pense qu'ils sauront vous l'expliquer bien mieux que moi, beaucoup plus en détail, et ça vous permettra de connaître un peu les plantes qui vous entourent, et une fois qu'on la reconnaît, on n'a plus vraiment envie de la couper. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!